Donc Emmanuel Lebray, je te donne la parole tout de suite pour les transplantations cardiaques. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les académiciens, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités, Elie Fadel et moi, parce qu'on vient d'un petit hôpital de province, nous. Et on va vous parler de la transplantation, de la transplantation cardiaque pédiatrique, et Elie vous parlera de la transplantation pulmonaire. Alors, la transplantation cardiaque pédiatrique, c'est quand même un tout petit microcosme, parce que vous voyez les résultats qui sont publiés par l'Agence de la biomédecine. Par an, en France, en 2013, il y a eu 20 transplantations cardiaques et 12 transplantations pulmonaires chez l'enfant. Donc on est vraiment les parents pauvres par rapport à la transplantation hépatique ou à la transplantation de reins, qui pendant la même période, il y avait 83 foies qui étaient transplantés et 103 reins sur des enfants. Quand on regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit qu'en plus, 50% de ces 20 transplantations sont réalisées sur 2 centres parisiens, qui sont Marie-Lannelongue, on en avait fait 5 en 2013, et Necker, qui en avait fait 5 aussi. Donc on est vraiment dans des toutes petites populations. En ce qui concerne l'attente des greffons, c'est en moyenne 2,2 mois d'attente pour la transplantation cardiaque pédiatrique. Et on a heureusement un délai d'attente qui est légèrement inférieur à l'attente chez l'adulte. Quand on regarde un petit peu plus près, par contre, on s'aperçoit qu'on a des délais d'attente qui sont différents et le délai est supérieur pour les enfants qui sont les plus petits, inférieurs à 5 ans. On a des délais qui sont nettement supérieurs à la transplantation chez des enfants qui ont plus de 5 ans. Les indications de transplantation cardiaque pédiatrique sont de 2 types. Soit on a des cardiomyopathies, ce qui représente la grande majorité des cas, c'est à peu près 60% des cas. Soit ce sont des enfants qui souffrent de malformations congénitales, et c'est à peu près 35% des cas. Dans ces cardiopathies congénitales, il peut s'agir de cardiopathies complexes qui ont été multi-opérées. Il peut s'agir aussi de complications de la chirurgie conventionnelle où on n'arrive pas à sortir de circulation extracorporelle et le seul traitement possible, c'est la transplantation. Et il y a un autre petit cadre d'indications qui sont les transplantations néonatales. On verra sur la diapositive suivante. En France, on en fait très très peu. Par contre, c'est relativement plus développé aux États-Unis. À côté de ces 2 grandes catégories, on a certains cas de transplantation pour des causes ischémiques, notamment dans les maladies de Kawasaki. Enfin, ça représente 2 transplantations en France depuis 20 ans, je crois, pour les Kawasaki. Et enfin, on a les retransplantations. Alors, je vous disais, ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions dans les autres pays. La première... Ce tableau correspond à ce qui a été fait à Necker enfants malades, et ça avait été rapporté en 2003, ça portait sur 119 patients. L'âge moyen à la transplantation, c'était 7 ans. Les diagnostics différents, c'était donc 72 cardiomyopathies, 38 avaient déjà été opérés de malformations cardiaques, 2 souffraient de ce qu'on appelle les hypo-VG, c'est-à-dire des atrésies aortiques ou des hypoplasies du ventricule gauche, et 5 avaient eu des retransplantations. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est une étude que j'ai reprise parce qu'elle reprenait aussi 119 patients, ce qui était exactement la même que Necker. Elle s'est déroulée entre 1995 et 2009. L'âge moyen est inférieur, à peu près 4 ans. Mais par contre, quand on regarde les causes qui ont amené à la transplantation, on a 37 cardiomyopathies, 48 avaient déjà été opérés, et par contre, on a 29 hypoplasies du ventricule gauche, qui sont des enfants qui sont opérés en néonatal, ou quasiment en néonatal, ce qu'on ne fait pas nous en France. Et le même nombre de retransplantations. Une autre étude qui avait été faite à Sao Paulo, qui est rapportée l'année dernière, sur 114, donc là aussi on est dans le même nombre, c'est pour ça que je l'ai choisi. Les ratios sont beaucoup plus proches des nôtres, avec 5 ans d'âge moyen, 80 cardiomyopathies, 29 cardiopathies congénitales opérées et uniquement 5 hypo-VG. Les contre-indications à la transplantation cardiaque chez l'enfant, elles sont représentées pratiquement par une seule chose, ce sont les résistances vasculaires pulmonaires.
C'est-à-dire qu'il est impossible de transplanter un enfant du cœur uniquement si on a des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Nous, ce qu'on retient, c'est que si on a des résistances inférieures à 6 unités Wood par mètre carré, on a un risque faible. Si on a des résistances supérieures à 8, c'est une contre-indication, et tout le problème se situe entre 6 et 8. Le problème des résistances vasculaires pulmonaires, c'est que chez les enfants qui ont été multi-opérés, leur mesure est loin d'être facile parce qu'il peut persister des chintes. Et ces résistances vasculaires pulmonaires sont variables au cours du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer un enfant parce qu'il a plus que 8 de résistance vasculaire pulmonaire, l'éliminer définitivement, parce que ces résistances peuvent varier au cours du temps. Et enfin, l'autre contre-indication assez formelle, ce sont les lésions des artères pulmonaires distales. En ce qui concerne la transplantation des cardiomyopathies, c'est une transplantation cardiaque exactement comme chez l'adulte, sauf qu'elle est miniaturisée. C'est-à-dire que nous, on va réaliser des anastomoses qui sont des anastomoses bicaves, avec anastomose directe des veines caves. Là, c'est donc la pièce où on a retiré le cœur. Sur le fond, on a l'oreillette gauche, avec les veines pulmonaires qui arrivent ici, les deux veines caves, supérieures et inférieures, et puis le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte. La transplantation, on va commencer par anastomoser l'oreillette gauche au fond de l'oreillette gauche du receveur, puis les gros vaisseaux, aorte et artère pulmonaire, et on va terminer par les anastomoses des deux veines caves. Donc ça, c'est la transplantation standard comme on peut avoir chez l'adulte. Chez les enfants qui ont des transplantations congénitales, des cardiopathies congénitales, donc c'est à peu près 35% des cas, on est dans un tout autre problème parce que ce sont des enfants qui ont d'une part été multi-opérés, donc on a un véritable problème d'adhérence et on est obligé la plupart du temps de leur faire des scanners préopératoires pour bien revérifier la disposition des vaisseaux, la disposition des ventricules par rapport au sternum. Parfois, on est obligé de partir en circulation extracorporelle périphérique, c'est-à-dire par cannulation des vaisseaux fémoraux. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver toutes sortes d'anomalies, anomalies des retours veineux systémiques ou pulmonaires, anomalies de position, voire du situs, anomalies de l'aorte ou de la crosse aortique, anomalies des artères pulmonaires. Donc ça, c'est les problèmes techniques qu'on peut rencontrer et qui sont un petit peu l'intérêt de cette présentation parce que c'est là où on n'est pas du tout dans le connu. Anomalie des retours veineux systémiques ou pulmonaires, on peut avoir un retour veineux azygose, c'est-à-dire au lieu d'avoir une veine cave inférieure qui draine les vaisseaux iliaques, rénaux, etc., dans lesquels se jettent les us hépatiques, ce retour se fait par la veine azygose qui se jette dans la veine cave supérieure. On peut avoir eu des types de malformations de type transposition des gros vaisseaux qui ont été opérés par Senning ou par Mustard, qui sont des cloisonnements interauriculaires afin d'amener le sang bleu dans le ventricule gauche et le sang rouge dans le ventricule droit. Ça, ce sont des interventions qui se faisaient jusqu'aux années 90 et on peut être amené à transplanter ces enfants. Présence d'une veine cave supérieure gauche, donc on a une veine cave supérieure droite et persistance d'une veine cave supérieure gauche. Par contre, notre greffon, bien sûr, n'a pas de veine cave supérieure gauche, donc il faut développer un petit artifice pour aller réimplanter cette veine cave supérieure gauche que l'on va mettre soit dans l'auricule, soit en faisant un prélèvement extensif sur le donneur, en lui prélevant sa propre veine cave, voire son tronc veineux innominé, afin de pouvoir réimplanter la veine cave gauche dans l'oreillette droite. Un petit peu plus compliqué, la dextrocardie, ça pose pas de problème, parce que même si le cœur est en dextrocardie, on peut le transplanter en position normale, et on ouvre complètement la plèvre gauche, et à ce moment-là, on fait basculer le cœur de l'autre côté. Beaucoup plus compliqué, les situations de situs inversus, où on va avoir une veine cave gauche, une veine cave supérieure gauche à gauche, une veine cave inférieure à gauche aussi, et puis le cœur peut être en lévo ou en dextrocardie. Par contre, notre greffon, il est obligatoirement en lévocardie avec un situs solitus. Alors, il y a eu un artifice qui a été développé, c'était d'utiliser notre greffon, le donneur, on va garder son oreillette droite complètement, couper la veine cave en bas aussi, et essayer de tunneliser, en fait, grâce à cette veine cave qu'on va suturer sur le péricarde
pour déplacer la veine cave gauche vers la droite en faisant un petit tunnel pour repousser l'orifice de la veine cave inférieure. C'est quelque chose de complètement exceptionnel. On quitte l'étage des vaisseaux veineux pour arriver au niveau de l'aorte et de la crosse aortique. On peut avoir des malpositions de l'aorte par rapport à l'artère pulmonaire. Ici, c'est un cas de transposition des gros vaisseaux, où vous voyez que l'aorte, au lieu d'être à droite de l'artère pulmonaire, est située en avant, ce qui va poser un problème de congruence avec le greffon. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dissèque complètement les artères pulmonaires, très distalement, et on vient positionner l'artère pulmonaire à gauche de l'aorte pour avoir une position normale. Je vous parlais des transplantations néonatales que l'on fait quasiment pas en France et qui sont beaucoup réalisées aux États-Unis. Ici, c'est un exemple d'hypoplasie du ventricule gauche avec atrésie aortique. Vous voyez l'aorte qui est réduite à une portion très très petite qui ne sert finalement qu'à perfuser les coronaires, et la circulation se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire artère pulmonaire, canal artériel, et on a une perfusion rétrograde au niveau des coronaires. C'est ces enfants-là qui peuvent bénéficier d'une transplantation néonatale, mais cette transplantation nécessite un arrêt circulatoire, une perfusion cérébrale continue, afin de réparer complètement la crosse aortique dans le même temps de la transplantation. En France, on ne fait pas ces transplantations néonatales. Par contre, ces enfants qui ont des hypo-VG, on leur fait ce qu'on appelle une intervention de Norwood, où on transforme finalement ce ventricule unique qui éjecte dans cette toute petite aorte et dans cette grosse artère pulmonaire. Et bien, on va réunir aorte et artère pulmonaire, patcher la crosse aortique et finalement faire un ventricule qui éjecte dans nos deux vaisseaux qui sont reliés l'un à l'autre, pour former une crosse aortique, la circulation pulmonaire étant assurée soit par un petit tube de Gore-Tex entre le tronc artériel brachiocéphalique et l'artère pulmonaire, c'est l'intervention de Norwood, soit un tube entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, c'est l'intervention de Sano. Et nous, par contre, on va être amené éventuellement à transplanter ces enfants après l'intervention de Norwood. Alors voilà comment ça se présente. Il faut absolument retirer en fait tout ce qu'on a fait, tout le Norwood on le retire, donc on retire ce patch qui réunissait les deux aortes, on va sectionner cette anastomose entre la veine cave et l'artère pulmonaire, et on va venir remettre notre greffon en faisant une plastie de la crosse aortique. Là aussi, c'est une intervention, une transplantation qui nécessite un arrêt circulatoire. Autre intervention qu'on peut avoir fait, c'est qu'on peut avoir réalisé ce qu'on appelle une manœuvre de Lecomte. C'est-à-dire que pour des transpositions des gros vaisseaux ou des transpositions associées à des CIV et à des sténoses de la voie pulmonaire, on peut être amené à transposer notre bifurcation pulmonaire en avant de la crosse aortique. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Lecomte. Ici, c'est une transposition traitée par un switch artériel où les coronaires sont réimplantés dans l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire est située en avant. Là, ce qu'on appelle une réparation à l'étage ventriculaire dans les transpos CIV sténose pulmonaire, où aussi on a une manœuvre de Lecomte et une artère pulmonaire en avant. Et donc il faut transplanter cet enfant. Comment ça va se présenter? Donc l'artère pulmonaire est en avant de l'aorte. On va faire la manœuvre de Lecomte inverse, c'est-à-dire qu'on va redisséquer complètement l'artère pulmonaire, redisséquer l'aorte ascendante et repositionner notre artère pulmonaire en arrière de l'aorte. Autre situation qui est la plus fréquente de tout ce dont je viens vous parler, c'est les enfants qui ont eu dans l'enfance, pour des ventricules uniques, des mises en place de circulation de fond-temps. Circulation de fond-temps, en gros, on a un ventricule unique, on va s'en servir pour la circulation systémique, et tout ce qui est circulation veineuse va être drainé directement, sans aucune pompe, entre les veines caves et l'artère pulmonaire. Les premiers montages historiques, c'était l'intervention de Kreutzer et l'intervention de Fontan, c'était 1977, où on faisait ce qu'on appelait une intervention de Glenn. On anastomosait la veine cave supérieure à l'artère pulmonaire droite, et l'artère pulmonaire gauche était anastomosée à l'auricule droit, pardon. Ça, c'était 77 à peu près. En 85 est apparu ce qu'on appelait les tunnélisations intra-auriculaires, où la veine cave inférieure était tunnélisée vers l'artère pulmonaire à l'intérieur de l'oreillette. Et ce qu'on fait maintenant, actuellement, c'est que la veine cave inférieure est reliée à l'artère pulmonaire par un tube en Gore-Tex extracardiaque, et la veine cave supérieure est anastomosée directement.
Donc vous imaginez que quand on doit planter ces enfants, il y a pas mal de boulot à faire au niveau de l'artère pulmonaire qui a été multi-opérée, multi-suturée, qui présente des corps étrangers. Et à ce moment-là, il faut réséquer. En fait, ça c'est schématiquement une anastomose de fond de temps où on voit la veine cave sub sur la P et la veine cave inférieure sur la P. Et ben, on va retirer tout ça, tout simplement. On va retirer cette anastomose, on coupe l'artère pulmonaire avec la bifurcation et on vient réparer les artères pulmonaires et refaire les anastomoses caves. Toutes ces anomalies qu'on peut traiter, ça impose des choses pour le greffon. D'abord, ce sont des interventions longues. Du coup, il faut, lorsqu'on a un greffon qui se présente, imaginer qu'on va en avoir pour un certain temps d'ischémie. Donc, on a une limite de 4 heures à peu près d'ischémie qu'il faut absolument respecter. On a des critères morphologiques qui vont être plutôt faciles à respecter parce qu'on va tolérer un mismatch positif, c'est-à-dire que plus on va avoir un gros cœur, mieux ça va être finalement, et on tolère jusqu'à 150% du poids. C'est-à-dire que pour un enfant de 40 kg, on va pouvoir prendre un cœur de petite dame de 60 kg en gros. Et par contre, on a besoin d'un prélèvement extensif qui va intéresser la crosse aortique, bien sûr, la veine cave supérieure jusqu'au TVI, et puis les artères pulmonaires jusqu'aux branches, ce qui contre-indique malheureusement le prélèvement pulmonaire pour Elifadel. Voilà les résultats. Ça, c'est l'équipe de Jaten au Brésil. Je ne vous présente pas les résultats propres de Marie Lalonde, parce que là encore, c'est des choses qui sont à peu près pareilles pour tout le monde, mais en gros, à 5 ans, la survie, c'est à peu près 80%. À 5 ans, à 10 ans, 60%, et à 15 ans, autour de 45%. On voit très bien qu'on a une mortalité opératoire qui est loin d'être nulle, parce qu'elle est entre 10 et 20% des cas. Quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que là, on a comparé les transplantations pour cardiomyopathie et les transplantations pour cardiopathie congénitale, donc les multi-opérés. Et on voit que la mortalité des cardiopathies congénitales multi-opérées au moment de la transplantation est très très supérieure à la mortalité périopératoire des cardiomyopathies. Alors vous allez me dire que 45% à 15 ans, c'est pas formidable, mais quand on regarde en fait dans l'histoire, ça c'est une diapo de l'équipe de Necker. Ça, c'était les premières transplantations de 1977 à 92, où on a une mortalité qui est assez importante. Puis ça, c'est les patients transplantés entre 93 et 97, où on voit qu'il y a encore une mortalité opératoire qui est importante. Par contre, quand on regarde les derniers patients de 98-2002, ben on voit qu'on a une mortalité périopératoire qui est bien inférieure. Résultat de Marie Lalonde, c'est beaucoup dire, c'est juste des petites histoires. Donc notre survie, elle est à peu près de 45% à 15 ans, pareil. On a transplanté 130 patients depuis 1987, je crois, ça a commencé. La survie la plus longue, elle est de 27 ans. Il s'agit d'une transplantée à l'âge de 15 mois pour une cardiomyopathie dilatée. Elle a été transplantée en juillet 88 et elle va très bien aujourd'hui, 27 ans après. Et notre plus jeune transplantée était âgée de 6 jours. Elle, par contre, c'est un petit peu plus difficile. Elle a été transplantée en 90, puis retransplantée en 2003. Et enfin, elle a été transplantée du rein en 2010 pour une insuffisance rénale à la cyclosporine. En conclusion, ni l'âge ni la complexité des malformations ne sont des contre-indications à la transplantation cardiaque pédiatrique. La mortalité opératoire devient en fait de plus en plus faible grâce à des techniques et une stratégie qui est beaucoup plus rigoureuse. En ce qui concerne les patients qui ont des résistances vasculaires pulmonaires élevées, on aperçoit un petit espoir avec les systèmes d'assistance lourde, où il semble que le fait de mettre les patients sous système d'assistance lourde, même gauche-gauche, ça permet de favoriser l'évolution des résistances vasculaires pulmonaires, et on pourrait, je dis par le conditionnel, rendre transplantables des enfants qui avaient des résistances vasculaires élevées. Le résultat fonctionnel est excellent. La mortalité secondaire est inexorable et c'est lié au rejet, qu'il soit aigu ou chronique, ou à la maladie vasculaire du greffon. Les indications sont en nombre croissant, d'autant plus que les cardiopathies congénitales
adultes deviennent de plus en plus fréquentes, mais là, on sort du cadre de la pédiatrie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lebray. Ça marche. Mais, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à cette intéressante présentation? Élie Fanel est peut-être le mieux placé pour poser une question, de nous donner un commentaire sur cette pratique quand même effectivement assez confidentielle. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on a appris beaucoup de choses et c'était un exposé tout à fait intéressant. As-tu un commentaire ou une question? Un commentaire, peut-être une question. Merci beaucoup. Il s'agit, comme vous le voyez, les résultats de la transplantation cardiaque, c'est déjà moins bien que ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau du foie, et le poumon, ça va être encore moins bien. La transplantation thoracique chez l'enfant est compliquée, avec des résultats parfois extrêmement difficiles. On voit bien que dans les anomalies congénitales, la mortalité périopératoire peut être extrêmement lourde, aux alentours de 20%. Donc c'est effectivement, sachant que chez l'enfant, souvent, on peut être amené à réopérer, et le sujet majeur de la transplantation chez l'enfant, c'est la retransplantation quand on a la maladie du greffon, qu'il soit cardiaque, qu'il soit pulmonaire. Donc je voulais demander à Emmanuel, que faire en cas de rejet cardiaque chez l'enfant, qui est encore à l'âge de l'enfant? Est-ce que la retransplantation est justifiée? C'est assez difficile ce que tu poses comme question, parce que tu connais la rareté des greffons. Et retrouver un deuxième greffon, nous, dans notre expérience, tu dois le savoir, on en a fait 3 ou 4 des retransplantations, donc finalement c'est très très rare. Et effectivement, il y a une vraie question éthique. Est-ce qu'on retransplante quelqu'un qui a déjà été transplanté, ou bien est-ce qu'on garde ce greffon pour un autre enfant qui est en attente? Donc ça, c'est un vrai problème. Et étant donné la pénurie de greffons, c'est peut-être mieux de donner la chance à un deuxième. Hélène Martelly, je voudrais savoir, Emmanuel, d'abord, très, très belle présentation. Vous entrez en compétition, tu nous as dit, entre le cœur et les poumons parfois. C'est-à-dire que si vous voulez prélever le cœur, il n'y aura pas de poumons. Ça s'organise bien, ça? Parce que finalement, on perd des poumons de tout petits, enfin d'enfants, mais... En fait, là, c'est de plus en plus rare quand il s'agit d'une transplantation. On arrive quand même il y a une bonne entente pour qu'il y ait actuellement, il est très difficile de pouvoir perdre des greffons, sachant la pénurie qu'il y a. On arrive quand même avec des artifices techniques à pouvoir greffer Moi, j'aurais une question beaucoup moins technique, mais tu nous as dit que souvent aux États-Unis, on greffait des nouveau-nés et que c'était très rare en France. Pour quelle raison? Alors, aux États-Unis, ils ont beaucoup moins de diagnostics anténatal. Et du coup, ils ont notamment des anencéphales qui naissent aux États-Unis et qui prélèvent. Nous, on n'a pas du tout ça en France. Du coup, on n'a quasiment jamais de greffons nouveau-nés. Et le Norwood est très développé pour les hypo-VG, est très développé en France et en Allemagne. Il faut savoir que le délai d'attente des enfants qui n'ont pas de Norwood et qui sont directement listés en liste d'attente pour la transplantation néonatale, il y a plus de 25% de décès en attente de greffe. Et le Norwood, même si c'est risqué, il y a moins que 25%. J'aurais une petite question sur l'assistance de longue durée. Vous vous servez des Berlin Heart ou des machines comme ça pendant longtemps parce que c'est quand même quelque chose qui est difficile à gérer c'est difficile à gérer et malheureusement je dirais qu'on n'a pas de très très bons résultats nous. C'est-à-dire que sur cette année 2013 où on a eu 5 transplantations, 3 étaient sous Berlin Heart, mais 3 sont morts sous Berlin Heart en attendant d'accidents vasculaires cérébraux, d'hémorragie. Monsieur Pellerin. Les efforts de toute l'équipe de l'aide longue et des enfants malades, je vais citer tout de même le nom de Pascal Vouet, bien entendu, qui est l'auteur de ces dernières séries. C'est un problème éthique absolument effroyable.
Et je pense que seules des équipes comme Necker et Marie Lannelongue peuvent continuer, en effet, cette recherche technique. Mais plus on va loin dans les recherches techniques, plus on se rend compte que ça reste finalement un problème éthique absolument dramatique. Est-ce qu'on peut se permettre d'imposer à un enfant 15 ans de soins successifs et à sa famille? Et comment est-ce qu'on fait pour être compatible entre le consumérisme actuel des parents? J'ai un enfant, je veux un enfant normal, et j'ai droit à un enfant normal. Et je choisis les meilleurs chirurgiens et les meilleures équipes, et la sécurité sociale doit le payer. C'est le consumérisme sur lequel nous avons longuement insisté devant son développement ces dernières années. Ce consumérisme aboutit à ce qu'on exige de vous, que de la société, qu'on fasse ces interventions. Mais est-ce qu'on peut se permettre de généraliser, d'étendre ces indications quand on sait que finalement, ça va être payé d'un poids extrêmement lourd, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour les parents qui vont réaliser secondairement que vouloir être consommateur d'un produit, c'est pas forcément avoir la satisfaction. Et je me souviens, lorsque j'étais au Comité consultatif national d'éthique, d'une discussion sur l'ensemble des problèmes de la néonatologie, en présence d'un des membres du comité d'éthique américain fédéral, parce qu'il n'y a pas de comité d'éthique, ça dépend des États, n'est-ce pas? Et il a dit, nous ne pouvons pas du tout accepter cet engagement, parce qu'il n'y a que pour un produit commercial que l'on peut le faire, et dans un produit commercial, le fournisseur a l'obligation de remplacer. Par conséquent, quand vous dites « j'ai droit à un produit normal », comment voulez-vous imposer le droit à un produit normal quand il s'agit d'un enfant? La discussion a tourné court. Donc, moi je disais, il faut continuer, bien entendu, il faut continuer, mais je serais intéressé, intérieurement, comme je le fais avec Pascal Vouet, à ce qu'on discute un peu plus généralement de la façon dont on manage les parents, dont on répond à cette demande consumériste, dont on dit toute la vérité, est-ce qu'ils l'acceptent? Rarement, ils sont prêts à l'accepter. Enfin, c'est tout un problème. Et je rejoins, c'est amusant, parce que plus de 20 ans, c'était 77, donc ça fait 77, ça fait 30 ans après, le propos de la journaliste que j'ai évoqué tout à l'heure, au-delà de l'exploit technique, je m'interroge sur la finalité de l'acte réparateur. Je ne vais pas y revenir parce que c'est valable dans chacun des sujets que nous allons traiter cet après-midi. Alors distinguons maintenant complètement le problème éthique qui est fondamental et qui n'est pas réglé, et notre devoir, nous, de progrès, de recherche, pour lequel je félicite toute l'équipe de Marie Lannelongue, actuellement partagée entre Marie Lannelongue et Necker. Merci. Là où je vous rejoins complètement, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas le droit de mourir. Oui, on peut pas. Le problème, c'est qu'en plus, ces enfants-là, soit, comme je vous ai dit, on opère des cardiomyopathies dilatées, c'est-à-dire que c'est des enfants qui allaient bien jusque-là, qui font une myocardite, ils se retrouvent sous ECMO, et puis là, on est coincé. C'est-à-dire que la seule solution, c'est l'assistance lourde puis la transplantation, dans un cas. Et pour les 35% autres, on les a déjà opérés nouveau-nés, puis à 2 mois, puis à 4 ans, et finalement, on ne peut plus en sortir. C'est l'escalade. Tout à fait. En ce qui concerne les hypo-VG, notamment, il y a une vraie question. Merci à vous. Bien, merci d'avoir soulevé cette question qui est fondamentale dans tous ces problèmes, bien sûr.